La représentation nationale de l'économie sociale et solidaire va changer de visage, va-t-elle aussi changer de discours? Son président, Jérôme Sadier, qui préside ESS France, l'instance qui rassemble toutes les familles de l'économie sociale et solidaire, arrive en fin de mandat et 3 candidats se présentent à sa succession. Alors nous les avons tous invités sur Mediatico. Et Stéphane Junique, le président du groupe Vive, qui est aussi vice-président de la Fédération nationale de la mutualité française, est le premier à avoir répondu présent. Bonjour Stéphane Junique. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Mediatico. Donc l'ESS va changer de visage. Si vous êtes élu le 10 avril, parce que c'est la date qui compte dans cette élection, est-ce que l'ESS va aussi changer de discours ou bien est-ce que vous êtes dans la continuité de ce qui a été fait avec et par Jérôme Sadier, qui est aussi président du Crédit Coopératif? Je ne crois pas aux présidences de rupture. Et je pense que lorsqu'on est à la tête du mouvement de l'économie sociale et solidaire, on doit en plus s'inscrire dans le fil de l'histoire qui a été celle de l'économie sociale et solidaire, qui tire ses racines très très loin dans l'histoire de notre République et de notre pays, à travers des grands mouvements qui ont été avec des fortes histoires, des très très fortes identités. Je pense à l'associationnisme ouvrier, je pense à la manière dont... Un mot en isme. Oui, et je pense la manière dont également l'État-providence, à travers son histoire, à travers également l'économie sociale qui s'est construite, l'économie solidaire qui a émergé, l'entreprise à mission, on le voit dans l'histoire de notre pays, l'histoire de l'économie sociale et solidaire s'est inscrite dans des étapes qui ont été des continuités. Et depuis 20 ans, l'ESS est devenue encore plus forte, encore plus solide. Je crois qu'on le doit beaucoup à Jérôme Sadier et à l'équipe de ESS France. Et donc l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir, pour les 10 ans qui viennent, inscrire ESS France et le mouvement dans une ambition encore plus forte. Je vous entends parler des entreprises à mission. Vous pensez qu'elles sont à la frontière de l'économie sociale et solidaire? C'est ça que vous entendez par là? Je crois qu'on est très attaché à l'article 1 de la loi sur l'économie sociale et solidaire. En tout cas, dans mon esprit, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'il est important de préserver cet article 1. Mais pour autant, on vit dans une société où des frontières sont en train de bouger, où les entreprises sont également interpellées sur leurs responsabilités sociales et écologiques. Et je pense qu'il est important que l'ESS ne regarde pas ça de loin, mais qu'on puisse, tout en affirmant notre identité, accompagner ces transformations des modèles économiques, des modèles d'entreprendre, mais aussi de notre société dans son ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je porte un projet qui est extrêmement fort sur la manière dont il est important de structurer le mouvement, notamment à travers la transformation de ESS France dans son animation politique autour d'un parlement des acteurs de l'ESS. Je pense qu'on a gagné en très forte légitimité avec la loi portée par Benoît Hamon. La loi de 2014 dont on fête les 10 ans cette année, effectivement. Loi extrêmement importante qu'on a tous soutenue. Une loi qui a permis de fixer le cadre de fonctionnement de l'économie sociale et solidaire, l'appartenance de ces différentes familles, associations, coopératives, fondations, mutuelles, entreprises d'utilité sociale. Ouais. Et donc c'est son article 1 principalement qui définit tout ça, c'est pour ça que vous en parlez. Et donc il est important qu'on le préserve. Mais ce qui est nécessaire également, c'est que nous soyons attentifs au bruit du monde, que nous soyons des acteurs de la transformation de nos sociétés. Nous sommes dans un moment qui est un moment de l'ESS. Notre pays est en train de vivre des transitions extrêmement fortes. Alors ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Nous sommes dans un moment où je pense qu'on n'a pas tiré les enseignements de notamment ces 3 années qui ont brutalisé notre pays à travers la crise de la Covid et de l'épidémie. Post-Covid, oui. 7 millions de personnes qui sont mortes à l'échelle mondiale et plus de 140 000 personnes qui sont décédées dans notre pays à travers cette crise. Il y a des enseignements sur cette société post-Covid qu'il est important de prendre en considération. Et on le voit, il y a une fébrilité autour des enjeux démocratiques et c'est en ça où je pense que les acteurs de l'ESS ont leur contribution pour accompagner ces transformations. Nous sommes dans un moment ESS. Il est important donc de structurer le mouvement ESS d'une manière beaucoup plus forte et c'est l'idée du Parlement que je souhaite porter à travers le projet notamment. Alors ça veut dire quoi clairement? On va revenir sur le post-Covid et sur votre parcours à vous parce que vous ne parlez pas de nulle part. Hein. Vous êtes infirmier de métier. Oui. Mais c'est quoi cette idée de Parlement? Je constate aujourd'hui que ESS France est une institution sociale qui est reconnue dans notre pays, dans son articulation avec les pouvoirs publics, dans la manière de pouvoir porter l'influence nationale auprès des enjeux qui concernent les différentes familles et les différents acteurs de l'ESS. Nous avons, avec les mandatures de Jérôme, gagné en crédibilité et en notoriété. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont dans les territoires, qui sont dans des familles,
qui ont du mal aujourd'hui à se revendiquer comme étant de la famille et du mouvement de l'économie sociale et solidaire. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous êtes un acteur associatif, vous êtes passionné par quoi ? Vous êtes passionné par le projet associatif et la manière dont vous remplissez à travers vos activités, l'engagement de vos bénévoles, de vos équipes, vous remplissez votre mission. Et je pense que les sujets de l'appartenance à l'ESS est très très éloigné des réalités. Je constate même dans les visites de terrain que j'ai pu faire que parfois, des acteurs associatifs n'avaient pas le sentiment d'être des acteurs économiques. Or, je considère qu'il y a besoin de recréer du lien à travers ce mouvement qui est dans une étape extrêmement structurante pour répondre à ce moment de l'ESS. Et par conséquent, à côté de cette pleine mission qui est portée par ESS France sur ses missions d'influence, de relations avec les pouvoirs publics notamment, de plaidoyer, il est important de créer dans ESS France une animation politique de relations avec les acteurs de l'ESS afin que l'appartenance au mouvement soit beaucoup plus forte. Que ce soit l'occasion sur des grands sujets, par exemple la loi de programmation de l'ESS, qui est aujourd'hui, je crois, portée par l'ensemble des candidats. Oui, c'est une de vos grandes propositions, de vos principales propositions. Bien sûr, mais que ce soit l'occasion pour obtenir un financement pérenne du fonctionnement de l'ESS. Oui, et que ce soit aussi l'occasion de pouvoir sortir des sujets ou en tout cas des dispositifs qui aujourd'hui ne sont pas effectifs. Parce que faute de moyens, faute de volonté politique de les faire vivre. Donc cette loi de programmation, elle est extrêmement importante. Ce que je propose, c'est que le mouvement puisse travailler pendant 1 an sur quel est le contenu que l'on souhaite pour cette loi, dans cette loi. En ce qui concerne l'animation politique territoriale dont vous parlez, c'est le rôle des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Elles existent déjà aujourd'hui. Bien sûr. Alors qu'est-ce que vous voulez ajouter à ce qui existe déjà ? Les CRES sont là pour permettre l'unité du mouvement, permettre le développement et le rayonnement de l'économie sociale et solidaire en proximité dans les territoires, mais ça n'en fait pas un mouvement structuré au niveau national. Or, je pense qu'il est nécessaire de donner davantage de force sur l'identité et d'une certaine manière, la manière dont on fait vivre à travers des chantiers, à travers des sujets, à travers des thématiques qu'on décide de porter en commun. Je vais vous donner un exemple. C'est ça, parce qu'en fait, derrière le mot Parlement, on entend quand même, puisque vous voulez créer un Parlement de l'ESS finalement, on entend cette dynamique participative, délibérative. On vote pour un projet qu'on va porter probablement ensemble. En tout cas, on n'élude pas les sujets. Je vais vous donner un exemple, en tout cas, de thématique que moi je considère comme étant une thématique qui pourrait créer du commun et faire l'objet justement d'échanges dans le cadre de ce Parlement. Vous voyez, on est dans un moment où, sur les métiers du soin et de l'accompagnement, je pense que notre pays est en train de vivre une crise, pas simplement des vocations, mais une crise où on ne prend pas suffisamment en considération la dignité des personnes qu'on souhaite accompagner ou que l'on souhaite soigner. Il n'y a pas que vous qui le pensez. Et je suis frappé parce que je pense que toutes nos familles, que ce soit la mutualité, que ce soit le secteur associatif qui porte, je pense notamment à domicile, des actions extrêmement importantes, des fondations qui gèrent des services de soins et d'accompagnement, tous ces métiers, toutes ces structures aujourd'hui, toutes ces familles sont confrontées à la question de la reconnaissance de ces métiers et à la manière dont il est important de les revaloriser. Je considère que l'UDES, la FEAP, sont aussi des fédérations, des structures employeurs qui jouent un rôle extrêmement important, avec des revendications fortes, notamment de moyens 1 milliard d'euros qui seraient attendus pour valoriser ces métiers. Je trouve que c'est une proposition qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, est-ce que l'ensemble des familles, ESS France en fait un sujet qui est un sujet commun, donc un sujet de combat, de rapport de force pour permettre que cette cause, parce que pour moi c'est une cause, de valorisation des métiers du soin et de l'accompagnement, soit portée avec fierté par l'ensemble du mouvement. Ça fait partie donc des sujets, des thématiques qu'un Parlement des acteurs de l'ESS doit porter pour donner du contenu, pour permettre de s'assurer qu'on est bien d'accord sur la manière dont on souhaite porter des propositions, mais plus encore, pour faire en sorte que, à travers le travail d'influence, le travail de plaidoyer, ce soit fort. Donc vous trouvez que pour l'instant, chacun joue un petit peu trop dans sa cour. Vous souhaitez qu'il y ait une dynamique beaucoup plus collégiale, collective, de façon à proposer des projets de loi à nos députés. Ça débouche sur quoi derrière ? Il y a 2 enjeux. D'abord de pouvoir, comme vous le dites, asseoir, crédibiliser un plaidoyer. Mais l'autre élément, c'est
peut-être aussi entre les acteurs de l'ESS, de pouvoir créer les conditions d'une coopération, voire d'invention de leviers qui permettent le développement de l'économie sociale et solidaire. Et c'est en ça où j'apporte à travers cette proposition du Parlement un élément qui est un élément de dynamique autour de notre mouvement, mais plus encore pour asseoir pleinement les acteurs de l'ESS et ESS France dans le cadre de leur relation avec les différents partenaires publics notamment. Alors Stéphane Junique, je le disais, vous êtes infirmier de métier, vous êtes devenu administrateur d'Harmonie Mutuelle en 2008, vous en avez pris la présidence en 2016, et puis vous avez participé à ce mouvement de rapprochement avec d'autres mutuelles pour constituer le groupe Vive, dont vous êtes devenu le président. Avec vous, le plaidoyer de ESS France va-t-il se teinter davantage de mutualisme ? Je porte un projet qui est le projet du mouvement de l'ESS et des acteurs de l'ESS. Je ne porte pas le projet de la mutualité ou des mutualistes. Bien sûr, je suis extrêmement fier, je sais d'où je viens, je sais ce que je dois à ce mouvement qui, je trouve, est un mouvement Qu'est-ce que c'est le mutualisme, Stéphane Junique ? C'est une très très bonne question, parce qu'on l'oublie alors qu'elle tire son histoire depuis la nuit des temps. Ça remonte au moins au 19e siècle. Ah, mais même avant. Parce qu'en fait, le mutualisme, c'est quoi ? C'est une communauté d'hommes et de femmes qui décident ensemble de s'entraider pour faire face aux aléas de la vie. Et donc vous avez à travers l'histoire toujours eu ces actes qui étaient ces actes d'entraide et qui se sont accentués notamment à travers la structuration des sociétés de secours mutuels, et vous avez raison de marquer le fait qu'il y a eu une apogée, en tout cas une émergence extrêmement forte à travers ces sociétés de secours mutuels au XIXe siècle, qui s'est fait sur des choses très, très concrètes, notamment des communautés de travailleurs, des communautés d'hommes et de femmes qui avaient envie de mourir dans la dignité. Quand je dis mourir dans la dignité, c'est-à-dire que les funérailles puissent être payées et qu'on puisse honorer la personne qui partait, mais surtout soutenir les personnes qui restaient. Et donc, vous avez eu à travers, notamment, les sociétés de secours mutuels qui s'étaient créées sur cette entraide, notamment lors des funérailles, à travers également la prise en charge lorsque, dans des communautés de travailleurs, il y avait un accident du travail, de pouvoir compenser la perte de salaire. Bref, au fur et à mesure, la mutualité, le mutualisme s'est structuré à travers des structures, des mutuelles qui avaient une prise en charge, un accompagnement au moment des aléas de la vie d'une manière beaucoup plus importante. Ce qu'on a sans doute oublié aujourd'hui, parce que la perception qu'ont les Français du monde mutualiste aujourd'hui, ce sont des grosses mutuelles qui collectent beaucoup d'argent pour rembourser les soins de santé, mais en fait qui pèsent lourd financièrement. Et peut-être que là aussi, il y a quelque chose à travailler sur rappeler que le mutualisme appartient à l'économie sociale et solidaire, et vous venez de le faire, je vous en remercie. Oui, mais vous savez, sur ce point, je veux simplement attirer votre attention, parce que c'est vrai, on est beaucoup... soit on jalouse la taille des entreprises mutualistes, ou soit on considère qu'elles sont trop grosses, donc elles n'appartiennent plus à l'économie sociale et solidaire. Que vous soyez une petite structure ou une grosse structure, l'obsession et la mission qui est la vôtre, c'est d'accompagner et de servir la communauté de vos adhérents. Quand vous êtes une petite ou une grosse structure, vous portez, je trouve dans notre pays, un deuxième combat qui, à mon sens, pourrait être porté par le mouvement. À travers la non-lucrativité de notre modèle, de pouvoir être en rempart face à la financiarisation, notamment de secteurs sur le sujet de la santé. Je considère que la question de la financiarisation du secteur du grand âge et de la petite enfance doit être un combat qui doit être mené, bien sûr par les acteurs de l'ESS qui portent ces métiers, mais plus encore par le mouvement d'une manière beaucoup plus forte. Nous sommes aujourd'hui à un tournant, et pas simplement parce qu'il y a eu l'affaire Orpea. C'est tout simplement que, face aux biens communs qui seront nécessaires pour accompagner les transitions, il est nécessaire que les acteurs de l'ESS soient reconnus et beaucoup plus forts. Ne fragilisons pas les acteurs mutualistes. Ne fragilisons pas les acteurs associatifs ou les fondations qui portent aujourd'hui ces activités. Ce sont des remparts face à des logiques de privatisation qui se dessinent pour demain au regard des trajectoires des finances publiques. Alors justement, Stéphane Junique, dans l'économie sociale et solidaire, il y a 5 familles, les associations, les fondations, les mutuelles, les coopératives, les entreprises agréées d'utilité sociale. Comment est-ce que vous faites campagne pendant le mois qui vient? Vous allez les voir les unes après les autres. C'est quoi votre technique de campagne? Être à l'écoute, être à l'écoute, être à l'écoute.
Donc elles viennent toutes frapper à votre porte, c'est ça? Non, c'est moi qui vais les rencontrer, échanger avec elles. D'abord parce que le président qui sait tout, il faut toujours s'en méfier. Et donc moi j'ai besoin de m'alimenter sur la manière dont aujourd'hui les différentes familles perçoivent au regard du contexte qui est celui de notre pays, comment est-ce qu'elles voient leur rôle, leur place, leur projection dans l'avenir. Comment elles imaginent l'articulation avec ESS France. Et donc je suis extrêmement à l'écoute de la manière dont les différentes familles ont envie de se projeter demain dans le mouvement. Mais plus encore, je me nourris des visites de terrain. J'ai fait depuis octobre 2023, où j'ai fait part de mon intention de me présenter à la présidence de ESS France, j'ai fait une série de tournées dans les régions, auprès des CRES, mais aussi auprès d'acteurs, d'entreprises de l'ESS, afin de percevoir quelles étaient, bien sûr, la fierté d'appartenir ou d'avoir le statut d'acteur de l'ESS. Mais vous avez déjà fait cette tournée à ce jour? Oui, je continue, et je continuerai si je gagne et si je perds. Parce que je reste un acteur qui est un acteur attaché à l'ESS. Mais je me nourris de ça parce qu'en fait, vous tirez toujours un petit enseignement sur des choses à améliorer. Je vous donne un exemple. Les pouvoirs publics, dans la feuille de route ministérielle, ont fait de la priorité du développement des PTCE un élément fort. Objectivement, je soutiens cette feuille de route parce que je la trouve ambitieuse. Il faut simplement lui donner les moyens. Et sur les PTCE, c'est un bon exemple. On affiche quantitativement un objectif de développement des PTCE. Or, aujourd'hui, tous les acteurs que j'ai pu rencontrer me disent « Monsieur Junique, nous, on vit bien les 2 premières années, et la 3e année, si on n'a pas trouvé notre modèle économique, on se plante. » Est-ce qu'on va prendre enfin le sujet par le bout de la pérennisation des structures? Pourquoi ne pas attendre, au fond, et donc accompagner pendant 5 ans, afin que les structures, les pôles, les PTCE puissent disposer du temps de construire leur propre modèle. C'est reculer pour mieux sauter. Le problème se reposera au bout de 5 ans. Non, parce que je pense que le sujet, aujourd'hui, c'est la manière dont on finance l'innovation sociale. La manière dont on reconnaît pleinement dans notre pays la coopération entre les acteurs territoriaux. Donc ce que vous dites, c'est que c'est pas la peine de financer de nouveaux PTCE, il faut déjà stabiliser ceux qui existent. C'est ça que vous dites. Vous savez, la petite expérience, le fait d'avoir été pas simplement un militant, mais aussi un acteur d'une entreprise. Je le vois sur les maisons de santé, sport santé. Objectif des pouvoirs publics, on veut développer les maisons sport santé. Et de la même manière, on n'accompagne pas leur pérennité. Eh bien, je considère que nous avons aujourd'hui un chantier qui est à ouvrir avec les pouvoirs publics sur la manière dont, en effet, peut-être qu'il faut réduire la voilure sur la manière dont quantitativement on a envie de développer les PTCE, mais par contre de pérenniser. Parce que vous avez aujourd'hui des acteurs qui produisent, je pense notamment dans des quartiers de politique de la ville dans lesquels je me suis déplacé, notamment à Rennes, où il y a des vraies dynamiques qui sont créées, des vraies articulations avec les quartiers, des vraies utilités en matière notamment de filière, mais une absence de pérennité. Eh bien moi je mettrais un peu plus, vous voyez, pour ces structures existantes, et peut-être un peu moins, en effet, dans un objectif quantitatif. Et puis on voit. Mais laisser la capacité pendant 5 ans de structurer et de pérenniser les choses, expérimentons ça. Donc vous mettez le doigt sur le modèle de financement des structures de l'économie sociale et solidaire et vous avez parlé déjà de la loi de programmation. Si vous deviez dessiner cette loi de programmation, Stéphane Junique, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait ? Moi, je pense qu'il y a plusieurs axes qui sont intéressants, mais c'est pourquoi je veux le mettre en débat dans le cadre de ce Parlement de l'ESS, qui aura vocation à être animé par ESS France. D'abord, on a un vrai enjeu sur le sujet des filières, qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment prises en considération dans le cadre des politique publique. Donc filière d'activité économique. Oui, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des acteurs de l'ESS, vous en êtes un bon exemple, qui sont positionnés sur les enjeux du média, sur la manière d'accompagner la formation. On a des acteurs, des belles entreprises aujourd'hui qui jouent un rôle sur les mobilités, le réemploi. On est positionné sur des filières qui sont des filières d'avenir, notamment face aux transitions écologiques et sociales dans notre pays. Donc je considère qu'il y a aujourd'hui à permettre à ce que cette loi de programmation intègre davantage les leviers qui permettront demain de structurer ces filières.
je le sais, il y aura un sujet qui concernera pas simplement Olivia Grégoire et son ministère, mais qui concernera également les autres ministères un peu plus thématiques. Mais cette loi de programmation, elle doit dessiner les leviers autour de la structuration des filières. Le deuxième élément, je trouve étonnant que BPI France n'ait pas un mandat portant sur le développement de l'ESS. Maxime Baduel, qui est le délégué ministériel à l'ESS, dit un peu la même chose. Il ne parle pas de mandat, mais il dit qu'il faut que les banques publiques et BPI France en particulier soient beaucoup plus actifs et acteurs du financement de l'ESS. Donc en fait, vous êtes d'accord avec le gouvernement. J'aime beaucoup Maxime Baduel. Et je trouve que c'est un bon délégué ministériel qui justement a un profil pas simplement de haut fonctionnaire attaché à remplir la feuille de route qui lui a été confiée, mais également c'est un vrai militant. Mais c'est en ça où ESS France ne doit pas jouer dans un rapport de force systématique avec les pouvoirs publics. Et c'est pourquoi le choix du président de ESS France sera déterminant. Pour ne pas faire de ESS France une structure partisane, mais bien une structure qui soit en dialogue permanent, pas simplement d'ailleurs avec le gouvernement, mais également avec les collectivités territoriales. Pourquoi la Normandie, la région Normandie aujourd'hui, n'a pas inscrit dans ses politiques régionales l'ESS? Pourquoi? Je souhaite qu'on puisse, que ESS France noue un dialogue, pas simplement un dialogue, un partenariat, avec l'Association des régions de France. Il n'y a plus aujourd'hui au sein de cette association de commission sur l'économie sociale et solidaire. Engageons ce débat. N'ayons pas peur d'aller dans la discussion avec des personnes qui aujourd'hui sont très éloignées de nos sujets et peut-être d'ailleurs qui ont besoin d'être convaincus de l'utilité de développer l'ESS. Pour moi, développer l'ESS, c'est développer la croissance de demain. Et une croissance verte et une croissance juste, mais plus encore de créer les emplois de demain dans les territoires. Nous sommes sur des emplois, c'est une mine d'or, nous sommes sur des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc ce qui est important, c'est que nous puissions reprendre cette bataille de la conviction, de pouvoir venir avec des propositions qui soient des propositions concrètes, notamment lorsqu'on veut faire évoluer les leviers des politiques publiques. Le gouvernement doit être à certains moments un partenaire, et quand on n'est pas d'accord, eh bien on doit accepter qu'il y ait, entre une institution qui est ESS France, un mouvement comme ESS France, un rapport de force. Alors restons sur le sujet de la croissance, Stéphane Junique, parce que c'est un sujet intéressant, en particulier dans l'économie sociale et solidaire, où certains acteurs prônent plutôt la décroissance. J'ai raconté rapidement tout à l'heure comment s'est constitué le groupe Vive, en agrégeant d'autres mutuelles pour former un groupe plus fort, mais sans fusion. Est-ce que c'est ce type de modèle de croissance-là que vous pensez souhaitable pour l'économie sociale et solidaire? Moi, il y a 3 principes sur lesquels je suis extrêmement attaché. D'abord, donner les moyens d'une manière très très forte sur la coopération territoriale. Je crois beaucoup que la croissance de demain s'appuiera beaucoup sur le développement dans les territoires, mais plus encore sur les coopérations territoriales. Et ESS France, sa force, c'est justement de pouvoir créer au regard des besoins d'un territoire, des réponses, des filières, des accompagnements, et nous devons davantage structurer cette coopération. Entre les acteurs économiques locaux, c'est ça que vous dites. Oui, ouais. Et je le répète, ça nous inclut également dans notre responsabilité d'opérateurs de l'économie sociale et solidaire. Je considère que nous avons encore des marges de progression extrêmement importantes, et je parle également pour moi. J'ai eu à cœur, tout au long de ces 10 dernières années, aux responsabilités qui ont été les miennes, de créer justement ces coopérations. Ici, en soutenant des acteurs associatifs, en reprenant une fondation qui, en Île-de-France, allait céder des activités d'établissement de soins et d'accompagnement, qui allaient potentiellement basculer dans le privé. Je suis très fier qu'on ait récupéré ces activités à travers une structure mutualiste. Bref, la coopération territoriale entre acteurs de l'ESS, mais aussi avec l'ensemble des partenaires du territoire, est pour moi extrêmement importante. Le deuxième élément, c'est que nous sommes, je le répète, dans une logique où notre pays doit faire sa révolution face aux transitions. Je le sais, j'écoute vos émissions, on vous le dit à chaque fois. Mais plus encore, il y a un enjeu pour les acteurs de l'ESS, et j'ai essayé de dessiner avec vous, notamment sur les risques de financiarisation, la manière dont notre modèle peut être l'occasion de créer la croissance, mais aussi le développement demain au regard des intérêts et des équilibres à trouver pour les biens communs. Donc il faut transformer l'économie en pariant sur les biens communs. Et je pense que certains secteurs qui aujourd'hui
sont face à des concurrences extrêmes. On a vu les limites. On a vu les dangers, notamment sur la qualité. Vous parlez de nouveau du secteur de la santé ? Oui, mais pas uniquement. Je pense que les sujets de l'eau qui sont devant nous encore sont des sujets de préoccupation et qui ne concernent pas simplement les acteurs publics. Je pense que les acteurs de l'ESS, notamment à travers toutes les démarches sur l'énergie qui peuvent être portées par un certain nombre d'entre eux, ont leur rôle et leur place à jouer. J'entends même qu'un commissaire européen, français aujourd'hui, dit « mais au fond, est-ce que le modèle non lucratif ne peut pas être intéressant pour faire en sorte que dans cette jungle du numérique aujourd'hui, il puisse y avoir une régulation qui puisse être faite d'une manière saine sur le plan économique ?» Ça ressemble à du Thierry Breton. Tous ces sujets-là sont des sujets d'avenir et sur lesquels, c'est pourquoi il est important que le mouvement soit attentif au bruit du monde, sur lequel nous ne pouvons pas être désintéressés. Mais pour cela, il est important qu'on ait une loi de programmation qui nous permette justement d'identifier les leviers, notamment à travers des moyens et des financements. Stéphane Junique, les associations représentent 80% des structures de l'économie sociale et solidaire. J'aimerais savoir quelle est votre vision du rapport de l'ESS à l'État et des associations à l'État en particulier. Je regrette le 100e anniversaire de la loi de 1901, où nous avions eu à ce moment de la célébration du centenaire, une concorde nationale sur la reconnaissance du rôle et de la place des associations et la manière dont l'État devait entretenir une relation avec les acteurs associatifs, et notamment à travers la charte qui avait été à l'époque approuvée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2001 ? On a reculé ? Oui, on a reculé, mais j'essaie de répondre d'une manière précise à votre question. Je pense qu'on a démissionné à l'égard des acteurs qui contribuent aujourd'hui à la vitalité de notre démocratie et qui font vivre la citoyenneté active dans notre pays. Je considère qu'on ne prend pas suffisamment en considération le rôle, pas simplement dans les solidarités, dans la manière dont les acteurs associatifs contribuent à la vitalité des territoires à travers le sport, la culture, la manière dont ils portent de l'action sociale à travers la distribution de colis alimentaires. Moi, je viens de là. Mon premier engagement à 13 ans, à la Croix-Rouge, ça a été là. La distribution de colis alimentaires le mercredi après-midi et de vêtements pour les personnes les plus. Ça m'a structuré en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'homme, en tant que dirigeant. Donc je suis extrêmement respectueux de la manière dont les associations aujourd'hui portent leurs activités. Mais je considère que notre pays il a démissionné à leur égard. Qu'on ne prend plus en considération leur rôle et leur place, mais également les moyens qui sont nécessaires pour accompagner leur mission. Et c'est en cela où je considère qu'il y a un contrat qui est à refonder. Ce n'est pas à travers les menaces ou les remises en question sur les libertés associatives qu'on arrivera à recréer cette confiance. Donc on a besoin de refonder les choses. Je vous donne un autre élément qui m'est très très en colère. Vous voyez, sur la reprise des subventions qui est appliquée aujourd'hui à des acteurs, notamment associatifs, me scandalise et me choque. On est dans un secteur d'activité qui aujourd'hui a un vrai enjeu d'attractivité sur notamment les emplois de demain. On reprend des subventions alors même que les entreprises dans notre pays font l'objet, à travers la loi sur le partage de la valeur, d'obligations sur la manière de redistribuer les choses auprès de leurs salariés. On interdit donc aux associations, au-delà des moyens qui sont nécessaires pour leur pérennité, mais de jouer ce rôle-là. Le mouvement associatif qui vient régulièrement chez Mediatico boira du petit lait, j'en suis sûr. Il n'y a pas que les associations dans les familles de l'ESS, il y a aussi les coopératives, les fondations, qui sont souvent à la frontière de l'économie classique. Et j'aimerais bien qu'on en parle aussi. Je voudrais savoir quelle est votre vision, à vous, des partenariats entre l'ESS et le monde de l'entreprise. Jusqu'où ces partenariats peuvent-ils aller ? Votre question, elle est trop générale pour apporter une réponse. Parce que si en tous les cas, c'est une question qui se pose souvent dans le secteur de l'ESS. Jusqu'où on va ? Est-ce qu'on s'arrête ? Est-ce qu'on se pervertit ? Est-ce qu'on garde nos valeurs ? Est-ce qu'on reste aligné ? Vous venez de le dire. Et c'est en ça où je trouve la question intéressante. Et vous portez une vision politique aujourd'hui pour ESS France demain. Donc c'est à ce titre que votre réponse est intéressante. Mais voyez, votre question, mais vraiment que je trouve intéressante, mais en fait, la manière dont vous pouvez aborder la réponse, elle peut amener à beaucoup d'interrogations, voire d'imprécisions.
Je vous donne un exemple. Non mais répondez-moi ce que vous avez envie de répondre. Du coup, bien sûr. Choisissez votre angle de réponse. Je considère aujourd'hui qu'il ne peut pas y avoir de mélange et donc de frontières qui soient floues sur les entreprises qui portent aujourd'hui, qui sont au cœur de l'ESS, et la manière dont on envisage la reconnaissance des actions, notamment RSE, qui sont portées par des entreprises de capitaux notamment. Il ne peut pas y avoir de remise en question de ces frontières. Et c'est en ça où je vais être très très clair au regard de votre question sur l'articulation, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire que des acteurs de l'ESS ne peuvent pas, à travers des logiques de filière, travailler avec des acteurs qui sont des acteurs de l'entreprise, au sens général. Je pense d'ailleurs que si on veut faire vivre un écosystème territorial, à un moment donné, il faut que les acteurs se parlent et soient en capacité, pour pouvoir répondre aux besoins, d'être au rendez-vous des logiques de coopération. Donc la ligne de crête est quand même étroite. Hein ? Non, mais elle n'est pas statutaire. Elle est tout simplement dans l'action. Elle est tout simplement dans la manière dont on est en capacité de pouvoir répondre à un projet qui est un projet de territoire ou à un projet de société, notamment sur les enjeux de cohésion sociale. Je vais vous donner un exemple, puisque ce sujet ne doit pas être tabou entre nous. Les banques alimentaires, si elles ne travaillent pas avec des grandes surfaces ou avec des entreprises qui peuvent ne pas avoir le statut de l'ESS, mais qui sont utiles notamment pour permettre à ce que des aliments soient redistribués vers les banques alimentaires, je trouve que ce serait totalement idiot, parce qu'on se dit il ne peut pas y avoir de porosité entre les deux secteurs. Si, sur les projets d'action et sur les projets de territoire, il est important qu'on puisse imaginer qu'il puisse y avoir des coopérations, mais je le répète, au service du projet et au service de la dynamique du territoire. Stéphane Junique, nous sommes quelques jours après le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, qui chaque année permet de mettre en lumière les inégalités entre les femmes et les hommes. Il y a beaucoup de femmes talentueuses dans l'ESS, mais aucune n'est candidate à la présidence d'ESS France. Est-ce que c'est parce qu'elles n'osent pas y aller ? Moi, je regrette cette situation et d'une certaine manière... Vous n'en êtes pas responsable, évidemment. Non, en tout cas, je le confirme. Et ça conforte en fait deux convictions que j'ai depuis très longtemps. D'abord, si on ne crée pas les conditions pour permettre l'émergence des femmes qui ont du talent, notamment dans leur trajectoire de responsabilité, le fait qu'elles accèdent à des responsabilités de numéro 1, je pense qu'on ne pourra pas servir la cause des femmes. Tout le monde est d'accord pour dire ça, y compris dans le monde de l'entreprise. Oui, mais regardez la manière dont la campagne pour ESS France est aujourd'hui menée, notamment à travers l'argument qui est il faut de la disponibilité, il faut de la disponibilité, il faut de la disponibilité. À un moment donné, c'est un argument, notamment, je peux comprendre que certains candidats, hommes et femmes, peuvent percevoir sur c'est pas pour moi alors. On me met tellement la pression sur le sujet de la disponibilité. Or, faisons confiance. Si un homme, une femme se présente pour être candidat, c'est qu'il prendra ses responsabilités. Il sera disponible. Et de la même manière, je trouve qu'il y a un vrai sujet, c'est que je pense que quand on veut vraiment servir, pas simplement la parité dans les gouvernances de l'ESS, mais vraiment l'émergence des numéros 1 et des mandats de très forte responsabilité, il faut qu'il y ait de la volonté. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé, vous voyez, qu'à un moment donné, pour cette succession, en face, on se dise, mais est-ce que justement, on ne veut pas envoyer un signal ? Alors moi, et dans ce cas-là, le fait qu'on soit dans une cooptation et pas dans une procédure comme on l'est, qui est une très très bonne procédure, elle est inédite. C'est la première fois qu'il y a plusieurs candidats pour la présidence. Et donc, je salue l'initiative. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, si on veut avoir la volonté de faire émerger des talents, des numéros 1 de femmes, je pense qu'on peut aussi accepter de coopter des femmes qui sont issues du mouvement, qui portent un talent, et donc peut-être sortir de cette petite musique que nos institutions qui représentent les acteurs de la société civile ne seraient pas en capacité de pouvoir trouver les talents et qui seraient ici pour de la notoriété
où là, pour avoir une visibilité encore plus forte, il serait important d'aller chercher ailleurs. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Stéphane Junique, à la présidence de SS France plus tard, si vous êtes élu président par exemple, que les statuts changent et qu'un binôme homme-femme puisse se présenter à la tête de SS France, comme on le fait pour les élections législatives, comme un ticket à l'américaine ou comme le fait le mouvement Impact France? Moi, je ne suis pas fermé à des évolutions statutaires. En tout cas, le président actuel de SS France a la main pour faire les évolutions statutaires et, sauf erreur de ma part, celles qui seront présentées pour les prochaines semaines n'intègrent pas ce que vous proposez. L'engagement que je prends, c'est que l'objectif pour moi, c'est que des vice-présidences soient aujourd'hui portées, incarnées d'une manière forte par des femmes, mais aussi par la diversité de notre mouvement, qu'on puisse être dans un collectif qui porte des vraies responsabilités qui seront confiées à des femmes. Je dis des vraies responsabilités parce qu'un vice-président, il doit avoir une délégation pour pouvoir véritablement mener sa mission. Que dans le collectif que je souhaite, il est important que les différents chantiers qui seront portés dans la feuille de route que je proposerai en juin au congrès de SS France, ces chantiers puissent être portés, incarnés à travers des visages, des hommes et des femmes qui seront en charge de porter ces différents chantiers, d'être des porte-paroles de l'ensemble du mouvement. Donc je prends un engagement sur le fait que la question de la parité sera pour moi une priorité et l'émergence de visages nouveaux, divers, sera également un point sur lequel je serai extrêmement attaché. Si vous êtes élu, Stéphane Junique, vous serez disponible? Je viens de vous répondre. Je pense que c'est une question qui... Vous resterez président du groupe Vive? Oui. Et vous serez disponible pour ESS France? Oui. Je prends mes responsabilités en me présentant et j'ai un engagement qui n'est pas simplement un engagement à l'égard de mes pairs, mais aussi un engagement moral qui m'appartient. C'est-à-dire, quand j'ai fait le choix, quand j'ai réfléchi de me présenter, oui, je dégagerai du temps. J'arrive à la fin de mon premier mandat. Je vais engager mon deuxième mandat en juin prochain, en tant que président du groupe Vive. Je solliciterai la confiance des administratrices et des administrateurs du groupe. Quand vous avez terminé un premier mandat, où vous avez porté une équipe nouvelle, vous avez porté un projet stratégique, Vive 2025, vous avez commencé à dessiner la manière dont les prochaines étapes vont se construire. D'une certaine manière, le collectif, il peut porter avec vous, à vos côtés, mais d'une manière un peu plus forte, les choses. Moi, je suis, à travers mes fonctions, à Paris du dimanche soir au vendredi après-midi. J'ai fait un choix de vie. Je pense que dégager du temps pour ESS France, c'est important pour le mutualiste que je suis, c'est important pour le mouvement de l'économie sociale et solidaire, le fait d'avoir un profil comme le mien, d'avoir un militant pragmatique, un faiseur, celui qui s'est frotté à la vie de l'entreprise, qui s'est frotté également à des engagements, qui porte une vision de l'ESS. Je pense que ça peut être extrêmement utile pour le mouvement. L'élection aura lieu le 10 avril. Si vous êtes élu, votre mandat débutera donc le 12 juin. Quelle sera votre première décision ? Tout président et tout dirigeant qui arrive, que ce soit dans une collectivité, que ce soit dans une entreprise ou à la tête de l'État, sa première décision, c'est de composer son équipe. Donc rendez-vous à partir de ce moment-là, Stéphane Junique. On retient donc que vous portez effectivement un Parlement de l'économie sociale et solidaire, une loi de programmation, un rempart contre la financiarisation des activités utiles socialement, la parité, un renouvellement des têtes dirigeantes de l'ESS, ça fait déjà beaucoup de choses. Merci beaucoup d'être venu chez Mediatico sur ce plateau. On vous souhaite une très bonne campagne. Et nous, on se donne rendez-vous, évidemment, à partir du 10 avril. Merci beaucoup.